Un toit dans le monde, l'émission de l'immobilier international en partenariat avec Agence Étoile sur Radio Imo. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue dans ce nouveau numéro de Un toit dans le monde, l'émission qui vous fait voyager, découvrir de nouveaux horizons. Comme chaque émission, je suis accompagnée par André Périssel, bonjour. Bonjour Bérénice. Président de l'agence Étoile, vous allez bien ? Ça va très bien. À votre droite, Marie Espinoza, bonjour. Bonjour Bérénice. International Team Leader pour l'agence Étoile. Vous êtes en pleine forme aussi, tout va bien ? Tout va bien, bientôt Noël. Et oui, bientôt Noël. Et pour ce numéro, nous accueillons deux invités. Le premier en plateau, Bertrand de Raymond, bonjour. Bonjour Bérénice. Vous êtes gestionnaire de patrimoine immobilier et fondateur de Cap Sim. Tout à fait. On va en parler dans quelques instants. Et puis, vous l'avez dit, Marie, Noël approche et une destination fantastique pour Noël, c'est New York. New York, puisqu'on connaît les décorations de Noël. Bon, si on ne les a pas vues en vrai, on les a vues à la télé, dans les séries. Donc voilà, on se connecte à New York. Il y a 6 heures en moins, on est avec Alexandra Sekouri, qui est International Luxury Property Advisor pour Barnes New York. Hello Alexandra. Hello, good morning from New York. Bonjour Paris. Hello. Hello Alexandra. Nice to meet you and welcome on your show. Thank you. My pleasure and thanks for having me here. It's a great honor and pleasure. Donc c'est un honneur pour elle d'être avec nous. Marie, vous allez traduire tout à l'heure. Vous êtes notre traductrice internationale. Vous parlez toutes les langues. Vous êtes fantastique. Donc voilà, on se connectera tout à l'heure dans quelques minutes avec New York. On va commencer tout de suite avec l'actualité. C'est parti pour Un toit dans le monde. Un toit dans le monde. L'actualité de l'agence Étoile. Alors André, on connaît le Pinel, mais le Pinel dans l'ancien, c'est un dispositif de défiscalisation méconnu et pourtant c'est une bonne opportunité pour les investisseurs. Tout à fait, nous avons vu dans la dernière émission le Pinel dans le neuf et il existe un système de défiscalisation qui est méconnu, c'est le Pinel dans l'ancien. Donc notre ami nous en parlera tout à l'heure. Le dispositif Pinel dans l'ancien s'applique lors de l'acquisition d'un bien d'habitation jugé non décent en vue de sa réhabilitation ou d'un local à réhabiliter qui sera transformé, un local commercial ou professionnel transformé en habitation. L'acquéreur en Pinel ancien réhabilité dispose des mêmes avantages fiscaux que dans le Pinel neuf. J'espère que je ne fais pas d'erreur, cher ami. Et pour bénéficier de la réduction d'impôt offerte par le Pinel ancien, il faut investir dans un logement situé en zone A, à bis ou B1, c'est-à-dire Paris, les grandes métropoles. Il faut faire appel à un expert indépendant avant le début du chantier et faire certifier après travaux la conformité du logement avec les critères de décence et de performance énergétique. Évidemment, le but, c'est d'obtenir des logements avec une bonne performance énergétique. Il faut mettre en location en respectant les plafonds de revenus et les plafonds de loyer du dispositif Pinel, c'est comme dans le neuf. Et par exemple, pour un engagement de louer pendant 6 ans, la déduction fiscale est de 12% du montant de l'investissement pendant donc 6 ans et dans la limite de 300 000 €. La réduction d'impôt est cumulable, c'est aussi un avantage avec le régime du déficit foncier, c'est-à-dire que dans la limite de 10 700 € par an, le déficit généré par les travaux viendra s'imputer en déduction des revenus générés par la location. Alors évidemment, ce sont des dispositifs, c'est un dispositif qui est très encadré et pour en bénéficier, il faut quand même faire appel à des professionnels comme nous, des professionnels gestionnaires de patrimoine et défiscalisation. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple quand on fait appel à des professionnels. Tout seul, c'est un peu trop laborieux. D'une manière générale. C'est très technique, il faut vraiment faire appel à professionnels, mais voilà, ça peut rapporter... c'est non négligeable, la réduction d'impôt. Voilà. Le message est passé. Marie, on part à New York. Que pouvez-vous nous dire au sujet de l'attractivité de cette magnifique ville ?
Ben oui, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, Bérénice, New York, je crois que c'est un bon sujet pour Noël. C'est une ville qui fait rêver. Je crois que c'est la ville des décorations, des magasins de jouets, de Maman j'ai raté l'avion et du joli petit pull de Noël. Donc je crois que c'est vraiment, ils ont réussi dans cette ville plus qu'ailleurs à créer cette magie de Noël qui fait qu'effectivement on a tous envie d'aller passer quelques jours à New York. Et visiblement on n'est pas les seuls puisque New York conserve une attractivité mondiale énorme, qu'elle est, et elle est considérée pour bien des gens comme la capitale du monde occidental. Évidemment, il y a des New-Yorkais, mais il y a l'élite du monde entier qui se rejoint, qui se donne rendez-vous à New York pour travailler. C'est une ville donc qui ne dort jamais. Donc quel est, si vous voulez, l'avantage majeur d'investir dans cette ville? Si ce n'est qu'on se dit effectivement qu'on possède un petit bout de la Big Apple, c'est rassurant. Bon, si vous voulez, évidemment, comme c'est une ville qui est très demandée, vous n'avez pas de vacances locatives. Donc, un appartement que vous achetez pour le louer, vous avez la quasi-certitude que votre loyer va tomber. Ensuite, les rentabilités, bon, bah, comme le bien est quand même assez cher à l'achat, elles sont pas incroyables, mais suffisantes, de l'ordre de 4%. Après, ça dépend évidemment dans quel quartier, tout ça. Fiscalement, c'est assez intéressant, ceci dit, quand on est à l'étranger et qu'on veut acheter à New York. Ensuite, il y a aussi beaucoup de gens qui achètent pour les études de leurs enfants à l'échelle mondiale, c'est-à-dire les étrangers investissent dans un studio, 2 pièces à New York, parce que quand les enfants seront plus grands, pour qu'ils puissent aller dans les meilleures universités, en fait, les gens capitalisent et c'est une forme pour payer leurs études des enfants. Donc, ça peut être aussi un investissement comme ça. Que dire d'autre? Je crois que New York est passé dans le top 1, une des villes, la ville la plus chère du monde. C'est tombé aujourd'hui, oui. C'est tombé aujourd'hui ou hier. New York et Singapour. Tout à fait. Et Paris descend en 9e position. Et oui. Voilà. Et oui, mais si vous voulez, en fait, New York a quand même eu, si vous voulez, un cycle baissier entre 2015 et 2019. Il faut le savoir, même 2014-2019, ça s'était érodé un petit peu. Et là, c'est sûr. Là, ça remonte, du coup. Ça remonte, voilà. Et comme l'immobilier aux États-Unis, il est très fluctuant et il peut prendre 20%, perdre 20%, beaucoup plus que chez nous. Bon, ben là, ça s'en ressent. Tout le monde veut vivre à New York. Et ben voilà, le message est passé. En tout cas, justement, on va en savoir plus dans quelques instants avec Alexandra. Merci Marie. On va donner la parole tout de suite à notre premier invité en plateau, André. Un toit dans le monde, la parole aux experts. Alors Bertrand de Raymond, André a quelques questions pour vous. Alors Bertrand, gestionnaire de patrimoine, est plutôt dans l'ancien, comme nous le disions tout à l'heure, dans les systèmes de défiscalisation. Quels sont les 5 types de moyens pour défiscaliser ? Alors, je dirais tout d'abord que le législateur nous a plutôt gâtés dans l'ancien, contrairement au neuf, parce qu'on a 5 dispositifs pour investir dans l'ancien. Le premier dispositif, comme vous le rappeliez, André, c'est le dispositif Pinel réhabilité, où là, bien sûr, on a un avantage fiscal sur 6, 9 ou 12 ans. Après, on a le dispositif COS, c'est une déduction sur vos revenus fonciers de 30 à 70%. Après, vous avez le dispositif Malraux, déduction à la hauteur de 400 000 € au niveau de vos revenus sur 4 ans. Le dispositif Monument historique, déduction sur vos revenus fonciers et le revenu global de votre imposition, ce qui n'est pas inintéressant. Et le dernier, le dispositif de Normandie, qui est pratiquement un copier-coller du Pinel, si ce n'est que les zones ne sont pas tout à fait les mêmes. Très bien. Et donc, pour investir dans l'ancien et bénéficier d'un dispositif Pinel, quels travaux et quel budget pour investir? Alors, concernant l'investissement dans le Pinel réhabilité, le Pinel ancien, donc, vous avez 2 types de travaux. Premier type de travaux concerne l'habitabilité, où vous devez avoir 15 critères qui répondent à cette habilité. Je vais vous donner un exemple, ça sera beaucoup plus simple pour les auditeurs. Vous devez avoir une pièce de 9 mètres carrés minimum et 2,30 mètres d'auteur sous plafond et 20 mètres cubes. Voilà, donc ça c'est un exemple. Et ne pas avoir de plomb ou d'amiante, bien entendu, dans le logement que vous allez réhabiliter. Donc ça, c'est pour le côté habitabilité. Après, vous avez le côté performance technique. Et là, on en est en nombre de 10. Pour vous donner un exemple, il vous faut une VMC, il vous faut des double vitrages,
un radiateur à faible consommation et puis aussi des cumulus. Voilà. Et alors, je crois que vous pouvez nous donner un exemple d'un investissement que vous avez réalisé, enfin, pour le compte d'un client avec une réhabilitation. Quel budget faut-il compter pour réhabiliter un logement d'une trentaine de mètres carrés, par exemple? Alors, concernant les logements que nous, en tout cas, nous proposons en Pinel, il y a une fourchette qui va de 180 à 230 000 euros, travaux inclus. Alors, tout dépend, bien entendu, de la surface, mais il faut compter à peu près 7 000 euros du mètre carré dans l'hypercentre de Lyon. Nous, on croit essentiellement à l'emplacement avant tout, qui est une règle numéro 1, indépendamment de la défiscalisation. Et donc, vous avez à peu près 30 000 euros de travaux sur les biens que vous allez acheter pour faire de la défiscalisation. Voilà. Donc, ce qui vous permet d'un côté de prendre le foncier et après de mettre les 30 000 euros dans le déficit foncier sur vos revenus fonciers à venir. Et donc, parce que la grande question actuellement, c'est de relever le niveau de la note énergétique. Et on voit qu'à Paris, beaucoup de propriétaires dont les logements sont mal classés, F ou G, sont en train de vendre. Alors, beaucoup d'appartements arrivent sur le marché, ce qui fait baisser les prix. Et finalement, est-ce qu'il ne serait pas mieux, pour un investisseur, de garder son investissement ou d'acheter? Et est-il possible de faire des travaux dans des budgets raisonnables pour relever la note énergétique? Ah, vous avez tout à fait raison, André. Les gens se posent la question de vendre ou pas vendre. Moi, ce que je voudrais, c'est surtout désacraliser un tout petit peu ce DPE. Par expérience, compte tenu que ça fait 17 ans qu'on fait ce type de rénovation, par des gestes simples, on peut améliorer notre note DPE. Et je vais vous citer les 5 gestes simples. C'est changer déjà ses radiateurs, si on a des radiateurs électriques. C'est changer son cumulus. Les fabricants ont fait d'énormes progrès sur les cumulus avec des performances énergétiques qui sont très bien. Remplacer ses fenêtres, ça va dans le sens de l'histoire de remplacer des fenêtres. Et puis après d'isoler ses murs, et les murs uniquement donnant sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre les murs qui sont accolés aux autres immeubles. Voilà. Par ces 5 gestes, on peut arriver à améliorer notre note sur notre lettre sur le DPE. Donc on peut faire une isolation intérieure sur les murs qui donnent en façade. Tout à fait. Sans faire de travaux dans la copropriété. Voilà, tout à fait, André, vous avez raison. Donc on n'est pas obligé de passer par la copropriété. La seule petite inconvénient, parce qu'il faut toujours bien entendu qu'il faut un inconvénient, c'est qu'on va perdre un tout petit peu de surface habitable. Parce que le législateur nous demande d'isoler de à peu près 10 à 12 cm d'épaisseur. Voilà. Mais c'est la seule contrainte que l'on a. Donc désacralisons un petit peu ce DPE. Il y a des solutions. Plus ça va aller, plus on aura d'autres solutions au niveau technique, parce que les fabricants vont nous apporter des solutions techniques. Donc voilà, c'est le sens de l'histoire, on y va. Bien, je pense qu'on va terminer sur une note optimiste. Il est possible de relever la note énergétique des bâtiments mal classés. Tout à fait, André. Bien sûr, il est toujours possible d'améliorer sa note. Merci André, merci Bertrand. On se connecte tout de suite avec les États-Unis. Un toit dans le monde, la destination du mois. Où nous retrouvons Alexandra Sekouri, International Luxury Property Advisor pour Barnes New York. Hello Alexandra, how are you? Hello, good morning, bonjour. I'm fine. Thanks for asking and thanks for having me. It's really a great pleasure and honor to be here with you and to talk about New York City real estate market. And it's a great honor to you to receive you on your show. So welcome. Maybe a few words de New York. How is the life in New York? How is the weather? For example, Is New York booming? How's the weather? So New York is shiny. It's a beautiful sunny day as well, but it's a bit chilly. It's about 5 to 6 degrees Celsius. I would say pretty much same as in Paris, right? Oui. Except for the sun. Voilà, donc je rappelle à nos auditeurs que il y a 6 heures de moins à New York, hein, donc là pour Alexandra c'est le matin, pour nous c'est l'après-midi, et que bon apparemment il fait aussi froid qu'à Paris, mais il fait beau, il y a le soleil, c'est l'essentiel. Alors on va parler immobilier avec Alexandra. Donc Marie, vous allez lui poser les questions. On va peut-être commencer avec le marché immobilier new-yorkais. En fait, comment se porte le marché immobilier new-yorkais, tout simplement? So how is the real estate market in New York? So
New York was always and remains to be one of the top international destinations for the investors and for wealthy families from all around the world. Traditionally, this season in November, in autumn, the real estate market is very active. However, we are noticing a clear slowdown in activity, and especially after November 15 and like the mid of January, which is actually, very, very common due to a holiday season. But this slowdown that we're noticing are actually happening on the both sides. On the other side, we have sellers that are actually withdrawing their properties and waiting from the market and waiting for the better days. And on the other side, we have buyers that are no longer in a hurry because of the rise of the interest rates and downturn in the market. Also, okay, wait. I'm going to translate this. Also, okay. Sorry. Alors, I forgot it. Sorry. Donc, alors, Alexandra nous dit que New York reste New York et que toutes les familles riches du monde entier veulent acheter là-bas. Cependant, depuis le 15 novembre, elle note une légère chute des activités, ce qui est assez normal puisqu'il y a eu la grosse saison de la rentrée et que là, on rentre un peu plus dans une saison de vacances. Ceci étant dit, cette petite chute des transactions, elle est due aussi au fait que les propriétaires, qui sont globalement des gens qui ont de l'argent, ils préfèrent pour le moment retarder leur projet de vente et retirer leurs biens du marché pour attendre de jours meilleurs pour vendre au meilleur prix. Oui. Et de l'autre côté, on a des acheteurs qui sont plus si pressés non plus que ça d'acheter parce que les taux d'intérêt remontent drastiquement. Après, c'est ce qu'on voit dans d'autres pays également. Hein. De toute manière, moi je pense que oui, à l'échelle assez internationale, moi je pense pas d'une chute de l'immobilier, mais ce qui est sûr, c'est une chute des transactions. Forcément, il va y avoir de l'attentisme, et c'est ce qu'elle nous raconte. Oui, sorry, so we're back on you. We're back on you. Okay, I translated everything. So actually, one of the reasons also that the dollar is very strong at this point. So we have, which is actually is affecting international buyers. And so at this point, we have a buyer's market, right? Also, this is not translating into lower prices. For example, only 1.9% the prices dropped. But we can negotiate in a better. The negotiation margins increase for almost 4%, 3.9% to be more specific. So we can and also the properties are staying for a long time on the market, and also some supplies are bidding. We have an increase in supply for almost 3%, a bit less, and also the spending sales dropped. So if you need, I can repeat it. No, it's okay. But what is the price, the price range for sale in New York right now? Let's say in Manhattan. So I would say to enter the market, to buy a simple studio in a decent neighborhood, you need around $500,000, right? However, if you want to buy a one bedroom, and very, very simple, but on average, a median price for an apartment is around $755,000. It's actually year on year. So it comes at a median price per square foot is $889, around $9,000. Let's say 9,000 around. No. 9,000 per square meters. Yes. 900. Yeah. Yes. Alors ça, c'est la fourchette des prix. Quelle est la fourchette des prix vous voyez, je suis un petit peu surprise moi-même parce que j'attendais une moyenne dans les 13 000 euros du mètre carré, et elle m'annonce une moyenne dans les 9 000 euros du mètre carré. Moi, je vous dis, allons à New York acheter. Là, ça vaut le coup. D'autant plus que ce qu'elle me disait, c'est qu'on commence à remarquer des stocks qui grandissent. Et bon, les prix n'ont pas baissé du tout. 1,9, 2%. D'accord. C'est pas beaucoup. Ceci dit, elle s'aperçoit que la marge de négociation est bien plus grande qu'avant et qu'il y avait des négociations de l'ordre de 4%. Donc, en gros, on était quand même sur un marché d'acheteurs.
Donc ça se rééquilibre un peu comme, comme en France aussi. Hein. On dirait, hein, oui, c'est ce que je trouve. What about like, so you're in the luxury business, right? So would you say that the prices are going down too for very big apartments, or rich are still rich? So that's a very good question. Thank you. So luxury homes in New York City are luxury for numerous reasons. For example, they are, first of all, the most desirable neighborhood. They have the most views, amazing to the city, or also, not to mention amenities. For example, you can have in these super luxury buildings, you have gyms, swimming pools, you have bike rooms, you have billiard, you have offices, you have a kids room for the children to play. You can have your own party booked. Some of them even have a restaurant. This has a price, right? So that's the price. It's very expensive. It's very expensive. This is something people need to know. Actually, let me just translate. Oui, c'est ça, c'est qu'on se rend pas compte, mais c'est vrai qu'à New York, elle me parlait donc effectivement, je lui demandais comment se passait Barnes. Clairement, on est dans l'immobilier de luxe et on se dit que finalement les riches du monde seront toujours riches. Est-ce que l'immobilier en pâtit tellement? Non, il y a plein de facteurs. Enfin bon, quand même. La marge de négociation quand même grandit. Et elle me disait qu'en fait, aujourd'hui, ce qui était très demandé, au-delà de l'immeuble et ce qui allait jouer sur le prix, c'était tous les services qui étaient dédiés à cet immeuble. Donc, par exemple, la gym, la piscine. Oui, parce que ça se fait beaucoup aux États-Unis. Hein. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est dans la culture. Tout ce qui va être aussi pressing, laverie, tout ça va être donc pris en service. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à New York, le prix moyen pour un 100 mètres carrés des charges par mois, c'est $3,000. Ouais. C'est un loyer quand même. Ouais, bien sûr. Parce que souvent, les immeubles ont 2 ascenseurs. Enfin, tout ça, c'est vrai que oui, voilà. C'est le pays du service en même temps. C'est le pays du service, mais c'est un service qui se paye. Voilà, c'est clairement une ville pour les. Depuis la pandémie, on sait qu'il y a beaucoup de New-Yorkais qui ont voulu quitter la ville, hein, comme dans de nombreuses villes dans le monde. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il y a eu une exode urbaine? So in Paris, we've seen, like, the center of Paris that is so expensive, like people were selling it to buy, like, into the suburbs, a house with a little garden. So have you seen this phenomenon in New York too? Like the New Yorkers are gone to the Hamptons, for example, or did they buy like some countryside house? I would just like to add something when it comes to the luxury market. That there are these new developments to add, and this is very important also for the buyers. That's why I would like to add this. Why is that? Because the developers, they want to lower their inventory as soon as possible, since they are pressed by the financing and also some regulatory deadlines. So actually, they're willing to negotiate. What it means that with the right negotiation approach, we can expect even the 2-digit discounts. And they're also offering some, I would say, connection incentives by, for example, a property tax and everything. So I think that's a great market opportunity at this point for the luxury market. Okay, I'm going to translate this. Yes, please. And then I'll go back to the other. Yes. Oui, alors Alexandra nous fait remarquer un phénomène intéressant. Si on veut acheter à New York en ce moment, les meilleures affaires, en fait, elles vont se faire auprès des constructeurs. Parce que ils ont construit et il faut qu'ils vendent leurs unités, et que en ce moment, si vous voulez acheter dans du neuf à New York, vous pouvez avoir vraiment des grosses réductions de l'ordre de 4 à 6%, enfin voilà, et que donc c'est vraiment là qu'il fallait se pencher si on voulait faire des affaires aujourd'hui dans le luxe à New York. Parce qu'ils doivent écouler les stocks en fait. Bah oui, c'est ça, ils ont construit, il faut vendre. Dernière question peut-être, avec l'intérêt croissant, avec les taux qui augmentent. Parce qu'elle n'a pas répondu à notre question sur est-ce que les New-Yorkais aussi ils sont achetés des maisons à la campagne. Elle revenait sur la question, c'est vrai. Oui, voilà, c'est ça. Elle voulait juste ajouter ça. Sorry, now can you alors rapidement parce que quickly, because we are running out of time. Yes, we saw some people moving out for the New York during the COVID, the worst of COVID. They migrated to Florida, New Jersey, Connecticut.
due to they needed a better, larger space. However, we can see that the lifelong New Yorkers are coming back because, New York has energy and will always have, and not only energy, and has something that other city doesn't. For example, it's walkable. You don't need a car. Everything is 5 minutes by foot. Parks, restaurants, one of the best restaurants, museums. So that's something that it's a great, I would say, something that other cities doesn't have. So New York will always remain a New York. And the people, even long life, are coming back, right? Good. So. I hope this happens to Paris too, because I have exactly the same analysis. Alors, ce qu'elle dit, c'est oui, évidemment, pendant le Covid, les New-Yorkais ont été tentés et sont partis, notamment en Floride ou dans des pays où il faisait meilleur vivre. Et puis, en fait, on s'aperçoit qu'ils sont tous en train de revenir parce que New York, c'est New York. Et qu'en fait, des villes aux États-Unis où on peut marcher, on a tout à côté, où on a la culture, on a les musées, tout ça, il n'y a que New York. Donc, en fait, finalement, ce phénomène d'exode est en train de s'annuler et j'ai bon espoir que les Parisiens se rendent compte que Paris, c'est Paris aussi. Bon, ça commence à revenir aussi à Paris. Allez, dernière petite question, on a le temps. Est-ce qu'elle pense que du coup les prix vont continuer à baisser, hein? On voit les taux qui continuent à augmenter. Est-ce que, on parlait d'une petite baisse tout à l'heure, est-ce que ça va continuer selon elle? So what is your pronostic for the in the 6 months or 1 year market? Do you think prices are still going to fall down with the rising of interest rates, or do you think it's going to stabilize, or what is your feeling about the market, the projection? So, it's very difficult to, because we had so many, unprecedented, like for example, COVID that happened. However, interest rates, yes, they increase. However, we saw that in November they dropped. So approximately at this point, for 30 years fixed mortgage, the interest rate is on average around 6.5%. Mm-hmm. So we can actually see more that the volume of loan application increased for 2.2%, right? If we compared, for example, 2 weeks ago. The prices slightly dropped, around 2%, as I said, year on year. Why is that? But the market is not really, I would say the sellers are not keen to sell. Why? Because they have a very low, and they actually, I would say, locked a low interest rate, or they refinance. So actually, they're not in a hurry to sell on one hand. And on the other hand, buyers are hoping that the price will drop. So some of us might be some dropped around 1%, but I think it's really difficult to say because it's an iconic city. It's diverse. It's a beautiful city. Everyone wants to own a piece of New York, right? Yes. Donc non, ce qu'elle disait, c'est qu'elle pense pas. Elle dit effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, les transactions risquent de chuter un peu dans un marché qui est attentiste. Voilà, et c'est vrai qu'à New York, les gens, plutôt que de vendre à un prix et de faire baisser les prix, préfèrent se refinancer, ce qui n'arrive pas en France. Hein. En France, on n'a pas cette capacité à se refinancer comme là-bas. Ensuite, c'est vrai que les taux d'intérêt, il ne faut pas oublier que c'est vrai. Et pour la première fois, là, depuis 3 ans aux États-Unis, les taux d'intérêt, ils ont baissé. Le mois dernier, ils étaient à 6,7, là on est à 6,5 en moyenne. Par ailleurs, il y a 2,5% de plus de crédits qui sont accordés. Donc, ils rouvrent quand même apparemment, finalement, les robinets des crédits. Non, ça va être stable, puisqu'elle disait, c'est que c'est vrai que la demande structurelle, elle est tellement grande. À New York, à Manhattan, c'est une île, on ne peut pas construire plus. Hein, donc, comme dans toutes ces villes-là qui sont très limitées dans l'espace, les prix peuvent pas baisser tant que ça. Mais enfin, il y a des affaires à faire, c'est maintenant. Ce qu'elle disait aussi, c'est que, ce qui est un petit coup dur, c'est que effectivement le dollar est très haut. Alors c'est génial pour les Américains qui viennent acheter nos appartements parisiens, mais pour nous, en tant qu'Européens, d'aller acheter à New York, ça coûte 20% de plus que l'année dernière quand même. Donc oui, elle dit que ça les aide pas beaucoup d'avoir un dollar si fort pour vendre l'immobilier à New York. Eh bien, merci beaucoup Alexandra, thank you very much, et merci Marie pour la traduction. Avec plaisir, Bérénice. Fait tout de suite le point sur ce qu'il ne faut pas louper, André. Voici l'agenda. Un toit dans le monde, l'agenda de l'Agence Étoile.
et nous parlons d'un congrès, André. Oui, alors la saison des congrès pour 2022 se termine avec le congrès de l'immobilier en France, c'est 5 et 6 décembre, et ça reprendra en janvier, 28 janvier pour 2 jours, le French Property Exhibition à Londres, le salon anglais de l'immobilier français. On va voir si, avec quelques collègues, on peut participer à ce salon londonien. Et bien voilà, on y sera avec plaisir. Merci André, c'est bientôt le moment de nous quitter. Un toit dans le monde, la conclusion. Et oui, l'émission se termine. Que pouvons-nous retenir de cette émission, André ? Eh bien, de cette émission, nous allons retenir que nous avons de nombreuses encore possibilités de défiscaliser en France pour investir. Et je pense que c'est le moment de se positionner pour défiscaliser en 2023, dans l'ancien ou dans le neuf. Et puis New York, une ville magique, avec Magic Alexandra. Nous avons fait le tour de New York, et finalement, c'est pas si cher que ça. On attend les Américains pour acheter en France. Oui et non. André, je suis obligée de vous couper. On est à moins de 10 000 euros. On est à moins de 10 000 euros le mètre carré. Moi, j'attendais 13 000, donc c'est vrai que je suis assez surprise. Mais enfin, à 3 000 euros par mois, les charges de copropriété, bon, il faut avoir des salaires solides quand même. Hein. Il faut en vendre des appartes. En tout cas, merci Alexandra de cette intervention, et j'espère que nous nous verrons bientôt en France ou dans le monde. Eh ben merci à vous André Périssel, merci Marie Espinosa pour cette émission, merci à Bertrand de Raymond. Je rappelle que vous êtes gestionnaire de patrimoine immobilier et fondateur de Capsim. Peut-être un site internet pour nos auditeurs ? Oui, www.capsim.fr. Voilà, rendez-vous sur Capsim. Et puis merci, thank you very much Alexandra Secouri. Thank you very much Alexandra. Thank you. Thank you. Merci. Et je rappelle qu'Alexandra... Pas mal. Elle est International Luxury Property Advisor pour Barnes à New York. Cette émission est évidemment à retrouver en podcast sur notre site Radio Imo et sur notre appli, bien entendu. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Un toit dans le monde. Un toit dans le monde. L'émission de l'immobilier international en partenariat avec Agence Étoile. À réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.